Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir trois avocats avec moi. Donc, maître, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, maître Clarissant, nous allons commencer par les femmes. Vous êtes C'est gentil. avocate, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous avez pratiqué le droit fiscal auprès de cabinets internationaux. Vous êtes experte en matière contentieuse. Depuis 2 ans, vous êtes en partenariat pour développer le contentieux auprès des cours européennes. Maître Sand, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci beaucoup, Déborah. Maître Frédéric Niel, vous êtes avocat au barreau de Paris également. Vous avez une formation financière, économique et juridique. Vous avez dirigé des entreprises et vous êtes devenu avocat pour mettre vos compétences au service de la défense des entrepreneurs et des particuliers. Maître Niel, bonsoir. Bonsoir Déborah. Maître David Guyon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Montpellier. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en droit. Vous enseignez à l'Université de droit de Montpellier et vous êtes également membre du réseau européen d'avocats spécialisés dans le contentieux auprès des cours européennes. Voilà, merci à toutes et à tous d'être là avec moi. Alors, nous allons dans un instant parler de click and requête. Mais tout d'abord, Maître Niel, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez rappeler, s'il vous plaît, les droits fondamentaux, inaliénables et sacrés de l'être humain sur cette planète? Il y en a beaucoup, on ne va pas les rappeler ici. Il y a la liberté d'aller et venir, il y a la liberté de penser, évidemment. Celle-là, on peut considérer qu'elle est toujours en vigueur. Il y a la liberté d'entreprendre, il y a le droit de propriété qui est un droit inaliénable. Il faut que vous m'aidiez, mes chers confrères. Le droit à l'instruction, le le droit à l'éducation. Ils sont multiples, ils ont été décrits et écrits pour la première fois, en tout cas pour la France, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est ce qui est le préambule de la Constitution de 1958, toujours en vigueur en France. Ils ont été repris par les institutions supranationales et notamment par la Charte fondamentale des droits de l'homme. Donc, ils sont multiples. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, ils sont légèrement, voire beaucoup pour certains, entachés. On va dire ça comme ça. Le droit de respirer aussi. Oui. Alors, on peut respirer. Après, tout dépend ce qu'on entend par respirer. Respirer librement ou respirer masqué, si c'est l'objet de votre question, en tout cas. Alors, Maître Sand, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement click and requête, qu'est-ce que c'est? Alors, click and requête, c'est un peu nos trois cerveaux. C'est vraiment venu en fait d'une idée qu'on a eue tous les trois de manière assez unanime. Pourquoi? Parce que nous avons, dès le début de la crise sanitaire, beaucoup travaillé sur des recours qui ont été faits, mais spécifiquement pour les entreprises à l'origine. Et nous avons dès le départ engagé ces recours tous les trois. Et au fur et à mesure de ces recours, dès le mois de mars, on s'est rendu compte que c'était un travail qui était véritablement technique. Et quand on discutait un petit peu autour de nous, très inaccessible finalement au grand public, parce que la défense des libertés, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend ce que sont les libertés, mais de là à se dire, quand ma liberté est atteinte, comment je fais vis-à-vis d'une disposition législative ou d'un arrêté ou effectivement d'un décret, quelle est ma manière de réagir? Il s'avère que la plupart des gens étaient totalement dans l'ignorance de la manière de contester une décision dans cette crise sanitaire et dans cet état d'urgence. Et on s'est rendu compte que nous, on avait effectivement la matière et qu'il était d'un devoir pour nous en tant qu'avocats de transmettre ce savoir-faire. Donc, c'est comme ça qu'est née Click and Requête en disant, comment on va le transmettre? Si on le transmet uniquement entre nos clients et les prospects de nos clients, on va se limiter et finalement, on ne va pas avoir l'objectif d'une diffusion de la connaissance à ce niveau-là. Et donc, on s'est dit un soir, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on allait déjà donner tous les recours que nous avions déjà faits
pour que le plus grand nombre puisse engager ses recours individuellement, dans la mesure où notamment le fait d'aller devant la juridiction qui est ici concernée, la juridiction administrative, n'est pas nécessaire d'avoir un avocat. Et donc, nous avons ouvert ce site il y a 3 semaines. Aujourd'hui, on a 35 000 visiteurs qui sont intervenus sur ce site et qui maintenant appréhendent la manière de je peux connaître le droit, je peux moi-même agir en justice contre ces mesures restrictives de liberté. Pour nous, c'était une évidence. On ne pouvait pas, et on se discutait un petit peu avec David et Frédéric, se regarder dans une glace, entre guillemets, pendant cette période, avec le savoir-faire technique et juridique que nous avons, et ne pas transmettre cela. Et nous l'avons fait gratuitement parce qu'il y avait aussi une problématique effectivement financière, et c'est aussi une manière de montrer que nous, avocats, nous sommes véritablement dans le combat de ces libertés, et c'est notre ADN. Et je pense que c'est une manière aussi de ressouder un peu le citoyen avec l'avocat qui est toujours considéré comme soit cher, soit difficile à atteindre. Donc voilà, vraiment, c'était quelque chose qui était évident pour nous. Et donc, c'est gratuit, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de requêtes qui sont déposées en fonction d'une thématique ou d'une catégorie. Donc, on les a catégorisées en deux situations, les particuliers et les entreprises. Et dans ces catégories-là, on a identifié des problématiques classiques, donc les masques, les problématiques liées à la liberté d'aller et venir, des problématiques liées à je veux me marier et je ne peux pas me marier. Il y a eu beaucoup de problématiques aussi sur les enterrements, et donc on a donné des modèles de requêtes qui sont totalement écrites. Donc ce qui est très innovant, c'est que vous pouvez trouver sur Internet des modèles, mais qui sont juste des modèles de 2 pages avec plaise à la cour ou plaise au tribunal, et puis vous devez construire l'argumentaire juridique, vous devez trouver les éléments juridiques. Ici, on les a trouvés pour toute personne qui va sur ce site. Donc tout est déjà écrit à l'avance. Et la personne a juste besoin en fait de raconter son histoire personnelle qui correspond à la mesure qu'il considère comme attentatoire à sa situation. Donc c'est ça qui est totalement innovant et qui permet effectivement gratuitement d'avoir accès à tout un argumentaire qu'un avocat est susceptible de faire. Alors, Maître Guyon, vous avez entendu parler justement du référé liberté. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un référé liberté, s'il vous plaît? Alors, sur le site Click and Requête, si vous descendez un petit peu en bas de la page, on fait une petite partie pédagogie où on explique ce qu'est une requête, et on distingue donc dedans le référé liberté, le référé suspension, mais également le recours pour accès de pouvoir. Pour revenir au référé liberté, donc c'est une mesure d'urgence, même d'extrême urgence, où vous allez demander à ce qu'un juge administratif suspende dans les plus brefs délais une décision que vous considérez comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à vos droits. Donc, il faut démontrer, bien entendu, qu'il y a cette atteinte. Et l'avantage de cette mesure, c'est que très rapidement, dans un délai de 48 heures, qui est un délai indicatif quand même, vous avez la possibilité d'obtenir la suspension des effets de cette décision pour vous, mais également pour les 66 autres millions de Français qui subissent également les mêmes atteintes. Donc, c'est quand même une arme très puissante qui est à disposition des citoyens. Ok, en fait, je n'y connais pas grand-chose, donc pardon hein, si je vous pose des questions un peu naïves, mais du coup, le référé liberté, il est soumis à qui? Au Conseil de l'État ou au procureur de la République? Alors, il va être soumis au juge administratif. D'accord. Tribunal administratif. Voilà, c'est une procédure administrative. Okay. Il faudra distinguer dedans si cela relève de la compétence du Conseil d'État ou du tribunal administratif. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout cela, puisqu'en réalité, on prépare les requêtes de manière à vous orienter directement devant la bonne juridiction. Très bien. Quelle requête vous êtes drivé, en fait? Juste à suivre les instructions. C'est parfait, tout ça. Maître Niel, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'un décret peut détrôner une loi? Alors, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, la loi est au-dessus d'un décret. Cependant, les décrets actuels, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, sont justement pris dans le cadre de la loi d'état d'urgence sanitaire. Donc, ils s'appliquent jusqu'au moment où ils ont été suspendus ou cassés, ou tout simplement, ils ont trouvé leur terme. C'est-à-dire qu'ils ont force de loi, pour répondre
clairement à la question. Donc, si on prend l'exemple qui a été celui le plus manifestement contesté par les visiteurs de notre site Click and Requête, c'est le port du masque, l'obligation de porter le masque pour les enfants de 6 ans à 11 ans lorsqu'ils sont à l'école. Ce texte, il a été pris, même s'il a été modifié hier, il a été pris par un décret ministériel du 29 octobre 2020. Ce décret est jusqu'à hier prise du nouveau décret en lieu et place du 29 octobre. Il était en vigueur à partir de aujourd'hui. Donc, il y a un nouveau décret qui est en vigueur, qui continue de prévoir cette obligation et qui a force de loi jusqu'à ce que, soit par notre action ou par différentes actions, ce décret soit suspendu au travers d'un référé liberté, soit jusqu'à ce qu'il trouve son terme par un décret qui va abroger définitivement cette obligation de port du masque pour les enfants de 6 à 11 ans. Mais excusez-moi, maître, mais est-ce que nous ne sommes pas sortis de l'état d'urgence sanitaire le 9 juillet? Alors, ça vous a échappé, on en est sorti pour y rentrer de plus belle. On est effectivement sorti de l'état d'urgence sanitaire dans un premier temps. C'était l'état d'urgence sanitaire qui a été pris initialement le 23 mars, si ma mémoire est exacte, et on y est rentré de plein pied dès le mois d'octobre. Par une décision, 14 octobre, ouais, c'est ça, par une décision qui a été prise et validée par les deux assemblées, donc par le Parlement, jusqu'au mois de février prochain. Alors, avec un petit tempérament, enfin pas un tempérament, mais un complément, c'est qu'effectivement, c'est voté jusqu'au mois de février 2021. C'est pour ça que les mesures gouvernementales qui sont annoncées le sont de manière dans le temps extrêmement écoulée. Et par ailleurs, il est prévu d'ores et déjà un état de sortie de l'état d'urgence jusqu'en avril 2021, qui va se comparer un petit peu à la période qu'on a eue entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc, il va encore y avoir des possibles restrictions de liberté qui sont peut-être un peu amoindries, mais qui existeront en tout cas jusqu'en avril 2021. Mais maître Sand, dans ce cas-là, comment cela se fait-il qu'il y ait des lois qui soient votées comme ça, même, je ne sais pas, pendant la nuit à l'Assemblée, alors que le peuple n'est absolument pas concerté? Nous sommes soi-disant en démocratie, il y a des choses qui m'échappent vraiment. Non, mais ça appartient au pouvoir réglementaire de pouvoir effectivement voter des lois. C'est l'Assemblée qui les vote. Ce que je veux dire ici, c'est que ce qui est très effectivement dérangeant pour le citoyen, c'est qu'il ne prend pas conscience de l'existence d'une loi d'état d'urgence. La loi d'état d'urgence ouvre le champ des possibles à des décisions du Premier ministre, du ministère de la Santé, des préfets, qui est beaucoup plus dérogatoire à toutes les lois auxquelles vous êtes soumis avant toute période d'état d'urgence. Et ce que vous vivez ici, certains l'ont déjà vécu dans les lois d'urgence terroristes. Sauf que c'était des lois qui s'appliquaient sur un cercle plus restreint de personnes. Là, ce qu'on vit, c'est un état d'urgence avec des restrictions de liberté sur l'ensemble de la population, sur 67 millions d'habitants. Et donc, c'est extrêmement perturbant parce que dans le cadre d'une loi d'état d'urgence, après, ça donne, entre guillemets, les pleins pouvoirs à l'exécutif pour appliquer et préserver donc, cet objectif de santé publique avec ce balancier qu'effectivement, les citoyens n'arrivent plus à comprendre et que même nous, en tant qu'avocats, nous voyons qu'il n'y a pas un balancier qui est juste entre les libertés et la santé. Le choix a été fait à partir du moment où on fait un état d'urgence sanitaire et fait prioritairement sur la santé. Peu importe les libertés. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 novembre, donc il y a certaines entreprises, des commerces, des boutiques qui ont réouvert. Et là, je pose la question à l'un de vous trois qui voudra bien répondre. Est-ce qu'un commerçant peut obliger à mettre du gel hydroalcoolique à son client avant de rentrer dans son magasin? Alors, il n'a pas l'obligation d'exiger de lui qu'il mette effectivement du gel hydroalcoolique. En revanche, il est soumis effectivement à un certain nombre de mesures dans le cadre de la lutte sanitaire qui peuvent entraîner en cas de manquement donc une fermeture administrative. Il ne peut pas donc physiquement vous contraindre à respecter ces mesures, mais en revanche, s'il est constaté qu'il y a des manquements dans son commerce, bien entendu, il pourra faire l'objet d'une fermeture administrative. Et c'est tout l'enjeu des mesures qui sont prises actuellement, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre pour permettre donc aux commerçants de rester ouverts et à la fois permettre aussi le respect de ces règles au sein de leur établissement.
Et en ce qui Oui, concerne… pardon, si je peux compléter, on tombe là dans ce qu'on appelle le protocole sanitaire, c'est-à-dire que chaque profession ou chaque secteur a négocié avec les services du gouvernement et en particulier le ministère du Travail et le ministère de la Santé des protocoles sanitaires liés à son activité propre. Donc, le protocole sanitaire pour les coiffeurs, pour les salons d'esthéticiennes. Allez-y, je vous en prie. Non, non, allez-y, allez-y. Et de ce fait, bien évidemment, le commerce considéré par qui doit respecter ce protocole sanitaire, par exemple un coiffeur qui, je ne le connais pas le protocole sanitaire, mais qui ne doit accueillir que 3 clients en même temps en laissant un espace de 8 mètres carrés entre chaque client, couper les cheveux avec une distance minimum de 50 cm et avec des gants, enfin peu importe les conditions, eh bien, ce protocole s'applique à l'ensemble de la profession et il se doit de le faire respecter dans son propre commerce et évidemment vis-à-vis de ses clients. Donc, si les clients refusent, pour une question qui leur est propre, de se soumettre à un certain nombre de ces règles ou ne serait-ce qu'à une règle, ils peuvent tout simplement refuser le client sans tomber pour autant dans un refus de vente. Voilà, c'est le paradoxe du système. Maître Sand, est-ce que des policiers ont le droit de verbaliser des mineurs dans la rue s'ils ne portent pas le masque? Alors, sur la verbalisation, ça relève en fait d'une politique pénale, en fait, le verbaliser ou donner une contravention, de sorte que, à mon sens, enfin, moi je ne suis pas spécialisée sur ce domaine-là, mais la verbalisation d'un mineur suppose quand même qu'il ait l'identité de ce mineur. C'est-à-dire que ce mineur, il faut qu'il ait quand même sa carte d'identité sur le sol. Pour moi, ce n'est pas possible de verbaliser un mineur qui serait seul, sans représentation légale. Mais Frédéric, je sais peut-être c'est plutôt toi qui est peut-être plus… Non, moi, alors, d'abord, quelle est l'obligation? L'obligation de porter le masque à l'extérieur, c'est pas une obligation nationale, c'est une obligation qui est prise par différents préfets de département ou préfets de police à Paris, par exemple. Donc, elle est locale. Première chose. Si on prend l'exemple de Paris, cette obligation concerne toute la population à partir de 11 ans. Donc, de 11 à 18, on est mineur. Cependant, il y a une responsabilité pénale des mineurs, si je ne dis pas de bêtises, à partir de 15 ans. C'est-à-dire que la majorité pénale, l'engagement de responsabilité pénale, se fait à partir de 15 ans. Donc, entre 11 et 15 ans, a priori, le mineur qui se balade sans masque ne pourrait pas être verbalisé si tant est qu'il soit seul. En revanche, s'il est accompagné d'un adulte et que cet adulte est son représentant légal, son père, sa mère, peu importe, il pourrait être verbalisé au nom de ses parents. En revanche, à partir de 15 ans, il peut être verbalisé, absolument. Bon, Oui, c'est arrivé qu'au-delà de 15 ans, effectivement, il y a eu des contraventions qui étaient émises à l'encontre de mineurs entre 15 et 18 ans sur la voie publique. Oui, bien sûr. est-ce que cette amende de 135 € de classe 4 est donc vraiment illégale, comme dit Maître Brusa, par exemple? Ça, c'est David qui a fait tout un article là-dessus. Enfin, nous, on c'est… considère qu'elle est illégale dès lors qu'elle est disproportionnée. Voilà, c'est l'illégalité. Vous savez, un texte a toujours une apparence de légalité. Donc, dès que vous avez effectivement un arrêté ou un décret qui est pris, il a l'apparence de la légalité. Pour autant, nous, en tant qu'avocats, on a le droit, il y a un contrôle de la légalité qui se fait, alors qui se fait a posteriori. C'est-à-dire que dans cet état d'urgence, la loi d'état d'urgence sanitaire a été soumise au Conseil constitutionnel, pas la première, mais la deuxième, je crois. Pour autant, vous avez toujours le choix, au moment en tout cas où la loi a été dictée, ou un décret ou un arrêté a été dicté, de faire un contrôle a posteriori de cette légalité. Et c'est ça la vraie question. Et c'est ça qu'on remet en cause, nous, en tant qu'avocats, en se disant, pour nous, effectivement, compte tenu de la jurisprudence, des textes qui s'imposent à nous, des textes qui soient nationaux ou supranationaux, des valeurs, des droits fondamentaux, effectivement, qu'on a mis en avant et qu'on a consacrés dans nos textes nationaux et qu'on doit respecter vis-à-vis des textes européens que la France a signés, on considère que ces textes sont illégaux. Donc, on est d'accord avec Maître Brusa sur l'illégalité de ces textes, qui est à contrôle a posteriori, d'où ces recours. Il faut qu'on arrive à rentrer dans cette discussion du contrôle de la légalité. Pardon, mais faut utiliser des termes. Non, ces contraventions ne sont pas illégales dès lors qu'elles existent par le fait même de la loi. En revanche, notre perception, et celle de notre confrère Brusa également, c'est qu'elles sont
disproportionnées et par voie de conséquence illégitimes, et donc qu'elles peuvent être contestées dans leur légalité. En l'état actuel des choses, elles ne sont pas illégales, elles sont applicables pleinement. Après, le cas de contravention est particulier par rapport à notre objectif click and requête. Une contravention, c'est une répression pénale, c'est la sanction d'une infraction. Donc je fais une infraction, je ne porte pas le masque, ou je ne sais pas, peu importe, je sors alors que je n'ai pas d'autorisation de sortie qui sont prévues par le décret en vigueur. Je suis en infraction, comme si je faisais un excès de vitesse. À partir du moment où je suis en infraction, je tombe sous le coup d'une sanction qui est prévue par ce même décret. En l'espèce, c'est une contravention de classe 4 à hauteur de 135 € et en cas de récidive, qui est, je n'ai plus le montant en tête, mais qui est beaucoup plus importante. Si je veux contester cette infraction, je la conteste non pas devant une juridiction administrative, donc on sort de click and requête, je la conteste devant le tribunal répressif qui est adapté, c'est-à-dire le tribunal de police. Et là, je tombe dans un champ qui est la justice pénale. La justice pénale en France, jusqu'à preuve du contraire, est une justice où la preuve de la commission infractionnelle ou délictuelle doit être apportée par l'accusation, c'est-à-dire celui qui m'a verbalisé. Donc si moi j'ai des éléments qui permettent de me défausser ou de démontrer que je n'ai pas commis d'infraction au moment où j'ai été verbalisé, à ce moment-là, oui, je peux contester valablement mon infraction et l'amende qui va avec. Mais la contestation est un droit. Mais en toute matière de droit, la contestation est un droit, bien sûr. Ça ne veut pas dire que parce que vous contestez, vous avez raison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais utilisons notre droit quand même. Ah, mais ça, je suis d'accord. Nous, le choix qu'on a fait, mes confrères Clarisse, David et moi-même, c'est un choix d'aller porter la contestation de manière massive sur le plan des juridictions administratives. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à faire suspendre un article du décret qui prévoit, par exemple, le port du masque pour les enfants, ou qui prévoit d'avoir l'obligation de sortir avec son attestation manuscrite et son Ausweis version 2020. Si le décret tombe, ça veut dire que toutes les conséquences pénales de non-respect de ce décret n'ont plus lieu d'exister. Donc, plutôt que de s'attaquer à la conséquence, on s'attaque à la cause. Voilà. Oui, je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est que vous avez en fait deux matières. Vous avez d'abord la matière pénale, sur laquelle Maître Broussas s'est prononcé un certain nombre de fois, et vous avez la matière administrative, sur laquelle click and requête se positionne. Nous, ce qu'on propose, c'est d'agir sur les racines du mal. Si vous obtenez la suspension de l'arrêté ou du décret qui prévoit la contravention, il n'y a plus de contravention. Et donc, click and requête, vous l'avez dit tout à l'heure, on a le droit de contester, mais ce droit, malheureusement, est parfois réservé à ceux qui ont les moyens d'être assistés dans cette contestation, puisque la défense devant les juridictions, bien souvent, a un coût lorsque vous n'avez pas forcément les possibilités de vous payer les moyens d'un avocat. Click and requête, c'est la proposition donc, de contourner ce coût en vous mettant à votre disposition tout un argumentaire juridique pour pouvoir contester la légalité de l'arrêté ou du décret qui prévoit. Oui. Donc, Maître Guyon, vous parliez de la racine du mal. En fait, c'est comme en maladie, c'est chercher la cause. Ça fait la cause, l'origine. Ce qui est important, je pense, pour les utilisateurs de click and requête, c'est de comprendre que on ne s'inscrit pas du tout dans la même action, la même logique que Réaction 19 ou que l'ensemble des avocats qui apportent des arguments sur le plan pénal. Ce n'est pas notre spécialité, en tout cas, ce n'est pas la mienne, et ce n'est pas du tout là-dessus qu'on s'est positionné sur click and requête. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une procédure administrative où on propose des moyens juridiques pour obtenir donc la suspension et l'annulation d'une décision administrative qui prévoit la contravention du port du masque, notamment, ou d'autres obligations, notamment dans le cadre du confinement. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre à toute personne intéressée d'attaquer l'arrêté ou le décret qui prévoit toutes les restrictions de liberté que l'on subit actuellement. Alors, bien entendu, je mettrai sous le lien, sous la vidéo en lien votre site. Donc, pour le moment, c'est un site. Est-ce qu'une application click and requête est prévue sur le smartphone? Ça va avancer, mais vous avez la possibilité en fait de participer au financement de click and requête, puisque effectivement, c'est un site qui a été fait. On a créé le site sur notre propre denier et on a mis en place bénévolement un certain nombre d'actions.
Et on propose aux utilisateurs de Click and Rocket, s'ils trouvent que cette action effectivement doit être encouragée, de nous soutenir financièrement via Tipeee. Dans les objectifs que l'on s'est fixés sur le développement de Click and Rocket, bien entendu, si on réussit demain à avoir des sommes suffisamment importantes, pourquoi pas le développer sur une application, ça pourrait être intéressant. Depuis combien de temps ça existe? Alors, ça a été mis en ligne le 16 novembre, donc ça fera 2 semaines lundi. Et on a été un peu surpris, on va dire, positivement, du succès rencontré, puisque, comme disait Clarisse tout à l'heure, je crois qu'on a eu un peu plus de 35 000 visites et de mémoire… 998. Pardon ? 36 998 visites depuis le 16 novembre. C'est des chiffres exacts. Et le nombre de requêtes ? Le nombre de commandes qui ont été passées, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ont été déposés, 1929 commandes, donc là à 17h35, le 28 novembre. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment tout récent depuis le 16 novembre, donc ça ne peut que grossir. Oui, et d'autant qu'on va mettre plein de choses sur ce site. C'est-à-dire qu'il y a effectivement donc les procédures de référé qu'on a mis en place, donc qui sont essentiellement sur les thématiques qu'on a développées soit pour les particuliers, soit pour les entreprises aussi, puisqu'on a fait aussi des recours pour excès de pouvoir et des référés suspension pour les entreprises qui étaient fermées ou qui, sans être fermées totalement, sont contraintes dans leur activité. Et puis, on va développer parce que tous ceux qui passent sur ce site sont considérés pour nous comme des lanceurs d'alerte des atteintes aux libertés. Donc, quand quelqu'un vient sur le site Click and Rocket, il peut regarder, ne pas forcément déposer une requête, ou en tout cas, mais peut aussi contribuer à nous alerter pour que nous, on puisse avoir des idées sur de nouveaux modèles, soit devant les juridictions administratives, soit tout simplement pour obtenir des documents administratifs. Je vous donne un exemple. On a fait un sondage cette semaine sur la question de savoir si les citoyens étaient informés de la possibilité qui était la leur de pouvoir avoir accès à l'ensemble des comptes rendus de réunions du comité scientifique. Alors, tout le monde, dans le cadre de ce sondage, nous a expliqué qu'il n'avait pas connaissance qu'en tant que simple citoyen, il pouvait avoir accès non pas seulement au fameux avis du comité scientifique qui est indiqué sur le site dédié à cet effet, mais qui pouvait aussi solliciter de la part du ministère de la Santé d'avoir ces éléments. Et donc, compte tenu de cette méconnaissance et deuxième question que nous avons posée dans le sondage du souhait d'avoir accès à cette demande, nous avons décidé cette semaine de mettre en ligne très prochainement un modèle de courrier à destination du ministère de la Santé qui permet à tout un chacun de demander selon le wording qu'il faut et puis la manière de poser la question, cette demande auprès du ministère de la Santé. Donc, c'est un site qui va évoluer. Et dans l'évolution, est-ce que éventuellement vous envisageriez de collaborer avec des associations, des collectifs de justice ou de médecins ou de parents d'élèves? Alors, on est déjà en contact. On a été approché par de nombreuses personnes qui représentent ou qui font partie de certains collectifs. On a été approché par des confrères d'abord, dans un premier temps, dont une partie a été à l'initiative d'une pétition au nom des libertés fondamentales et de la garantie de ces libertés fondamentales qui a été publiée dans le JDD il y a à peu près 15 jours et qui regroupe en l'état actuel à peu près 1500 signataires, donc avocats, juristes, magistrats, enseignants de droit, etc. Donc on est en contact rapproché avec ces gens-là. On a été contacté par plusieurs collectifs. Alors, collectif, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des collectifs qui sont la somme d'individus qui ont constitué un collectif sans personnalisation, je dirais, de ce collectif. C'est-à-dire qu'ils se sont auto-nommés collectifs, mais il n'y a pas d'association ou quoi que ce soit derrière. Et puis, il y a des collectifs qui se sont organisés en association. On est en contact rapproché avec Action 21, si je ne dis pas de bêtises. Action 21 France, oui. Oui, absolument, qui organise un mouvement
au nom des libertés, je crois, samedi prochain à Marseille, auquel on va s'associer et on est en contact avec eux pour développer des moyens communs, nous évidemment sous l'angle et le spectre essentiellement du droit et de types de contestation qui peuvent être des requêtes ou qui peuvent être d'autres éléments au niveau supranational. Peut-être que Clarisse en touchera un mot. Action 21 étant dans une dynamique qui n'est pas juridique, mais qui peut mettre pour nous un certain nombre de moyens à notre disposition pour nous y aider. Maître Sand, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, alors effectivement, Frédéric parle de la réflexion qu'on a en ce moment sur aller plus loin qu'au niveau national. Et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu par le citoyen et beaucoup et notamment par les Français, parce qu'ils sont beaucoup moins par rapport à d'autres pays membres de l'Union. Ils sont beaucoup moins au fait des recours qu'ils peuvent faire directement devant la Commission européenne notamment ou la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, pour eux, c'est une juridiction qui est très, très lointaine, qu'elle soit géographiquement lointaine, mais aussi effectivement très lointaine, même si elle est très ancrée dans la culture française effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme défend les droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée et qui va faire aussi évaluer Click and Requête compte tenu de nos expertises. C'est qu'on veut aussi amener le citoyen à faire des recours devant soit la Commission européenne par ce qu'on appelle une plainte en manquement, soit effectivement des recours qui sont effectués directement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que les décisions qui ont été prises par la plus haute juridiction française, donc le Conseil d'État, a prononcé un refus de la suspension ou un refus effectivement de l'atteinte à la liberté. Et dès que le Conseil d'État prononce ce refus, nous avons 6 mois en tant que citoyens pour pouvoir porter le débat devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose qui va faire l'objet d'une pédagogie de notre part. Et je pense que le temps imparti ne nous permet pas de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Mais nous allons faire, comme ce que nous avons fait devant les juridictions nationales, des actions au niveau de l'Europe, dès lors qu'aujourd'hui, on constate effectivement que les juridictions nationales sont dans une situation où ils consentent à l'action gouvernementale une trop grande liberté dans leurs décisions, qui sont souvent des décisions de rejet des atteintes aux libertés. Alors, j'aimerais terminer, si vous le voulez bien, malgré cette actualité de fou qu'on est tous en train de vivre sur cette planète, par un petit mot positif de votre part à tous les trois. Donc, je vous en prie, allez-y, qui souhaite commence. Moi, je vais commencer. La chose positive qu'on a notée par le biais du lancement de ce site, c'est que bien que notre impression de constat quotidien soit vraiment comment dire, un constat de soumission et d'acceptation de ce qu'on estime, nous, comme étant inacceptable. Donc, cette atteinte véritablement grave, et là, je ne parle pas sur le plan juridique, dans le fonctionnement même de notre être tout entier, de devoir porter un masque, d'être limité dans ses déplacements, de ne pouvoir se sortir que sur des motifs justes et valables qui ont été définis par un législateur dans son coin, etc. On avait l'impression jusqu'alors qu'il y avait, oui, une acceptation, et tous les sondages montrent que 67, 70, 75% des gens sont d'accord avec des mesures plus strictes, avec un confinement extrêmement important au nom de la santé, ou en tout cas de la menace sanitaire qu'on essaie de nous inculquer à la longueur de journée depuis 9 mois. Nous, le constat qu'on a, qui est un constat positif, c'est que les gens qui sont venus sur le site, qui nous ont envoyé des messages, qui ont téléchargé les requêtes, nous ont fait la démonstration et nous ont apporté des témoignages qu'en fait, la lobotomisation à laquelle on pouvait croire et constater, eh bien, elle est pas si vraie que ça. La deuxième chose, pardon, je prends peut-être la place de mes confrères, mais la deuxième chose, c'est qu'on est très étonné, et manifestement, il y a du sens dans cet étonnement,
que la plupart des gens qui sont allés télécharger des requêtes, qui nous ont appuyés financièrement via la cagnotte Tipeee, sont des gens de province. La région parisienne est extrêmement peu visible, en tout cas dans nos statistiques et sur le soutien. Ce qui montre, enfin moi, ce qui me permet d'analyser ceci, en faisant un parallèle avec les médias traditionnels, qui sont des médias parisiano-parisiens, à la façon d'un jacobinisme complet, et qu'on oublie simplement que 70% de la population est, comme ce que disait Christophe Gilly, la France périphérique, celle qu'on ne voit pas, celle qu'on n'entend pas, et celle pourtant qui existe et qui montre, au travers de notre site, qu'elle se manifeste quand il le faut. David, je vous en prie, un mot positif, quelque chose, une pensée positive. Plus court, effectivement, que mon confrère. Simplement, effectivement, entre le désespoir et l'espoir, Click and Rocket incarne cet espoir. Et quand on voit, effectivement, tous les tipeurs qui nous soutiennent et toutes les personnes qui nous écrivent quotidiennement pour nous remercier de mettre à leur disposition un argumentaire juridique qui sera actualisé, qui sera davantage étayé dans les prochaines semaines et les prochains mois, eh bien, ça nous donne du courage pour continuer notre combat pour la défense des libertés fondamentales. Il y a tellement de belles choses de dites. Moi, le mot, c'est véritablement, je suis subjuguée et véritablement émerveillée par le fait que chaque citoyen, quand il vient sur le site et qu'il prend connaissance de tout ça, se réapproprie la possibilité de défendre ses propres libertés. Je pense que c'est quelque chose qui a été un peu oublié dans cette société de consommation, et il y a une espèce de retour un peu à l'origine un peu de nos valeurs. Et il y a cette envie vraiment de le faire, et c'est ça le véritable contre-pouvoir. Dans cette situation où on est dans une société aujourd'hui où la pensée unique est quand même souvent la règle, il y a une véritable volonté d'un petit nombre qui grossit beaucoup chaque jour, avec intelligence, et je trouve ça incroyable, et on n'aurait jamais pu, nous, en tant qu'avocats très spécialisés, avoir dans cette situation, dans une situation courante, pardon, un tel retour d'une volonté d'implication des citoyens. Moi, je trouve ça incroyable. C'est croyable, au contraire, c'est croyable. C'est bien. Pour finir, sur ces derniers mots, Click and Rocket, un clic, un commentaire, un partage, un type. Voilà, et vous allez faire vivre le projet et permettre la défense de nos libertés fondamentales, et pourquoi pas la réappropriation de nos libertés fondamentales. Voilà, on va diffuser ça un maximum partout. Maître avec un grand S, à vous trois, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Déborah. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, bien sûr, on se tient au courant de tout ce qui se passe. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.